En sommaire, ce soir, le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 s'est achevé en démonstration de force à Koulikoro devant un parterre d'officiers. Que retenir de cette édition? Le point en ouverture de cette édition. Les chauffeurs de citernes et leurs apprentis bénéficieront désormais d'actions sociales pour services rendus à la nation dans le cadre de l'acheminement des hydrocarbures. Durant cette période particulière, un protocole d'accord a été signé dans ce sens entre les partenaires, entre les parties prenantes. La communication digitale est désormais indispensable, notamment pour les jeunes qui veulent entreprendre. Une formation gratuite a été initiée ce samedi. Les jeunes Bamakois ont répondu présent. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 4 jours d'échanges, d'expositions et de démonstrations, la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 25 s'est clôturée en beauté hier vendredi au centre de tir de Koulikoro. Djeneba Samake a braqué sa caméra sur cette dernière journée. Suivez son reportage. Au cours de cette journée de clôture, des exercices de tir ont été organisés, mettant en scène certains des équipements les plus sophistiqués présentés pendant les salons. Ces démonstrations visent à illustrer la performance opérationnelle réelle des technologies exposées. Puis dans l'après-midi, une cérémonie de clôture a réuni un parterre d'autorité, symbole d'une Afrique souveraine et en marche vers la maîtrise de son destin. Le BAMEX est une plateforme stratégique d'échange, de coopération et de renforcement des capacités au service de la paix et de la stabilité des nations africaines. Le BAMEX vient nous rappeler que la sécurité du continent ne se décrète pas, elle se construit par la mutualisation des moyens, la synergie des intelligences et la confiance entre nations sœurs. Selon Haroun Sarraj, président du conseil d'administration du Salon, BAMEX 25 a tenu ses promesses, faire émerger des partenariats durables et consolider l'industrie de défense en Afrique. For these days, we have strengthened cooperation, shared knowledge, and build new bridges for a safer and more stable future. Au cours de ces journées, nous avons renforcé notre coopération, partagé nos expériences et jeté de nouveaux ponts pour un avenir plus sûr et plus stable. Je suis convaincu que l'esprit d'unité manifesté ici continuera d'inspirer nos efforts communs dans les années à venir. Les ministres a dressé un bilan positif, rappelant l'importance stratégique du Mali au cœur du Sahel comme carrefour de coopération sécuritaire. Au-delà de toutes les contingences, j'ai pu affirmer que les participants ont découvert avec intérêt l'expertise des industriels de la République de Turquie dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ils ont aussi pu appréhender les profondes mutations opérées dans ces secteurs qui exigent de nos armées des mises à jour urgentes et permanentes de leurs outils de défense aux fins de les adapter aux menaces actuelles. À juste raison, je présume donc que de part et d'autre, des contacts utiles ont été pris et des ponts encore de construction pour sceller des partenariats qui vont façonner la défense et la sécurité de demain. Le BAMEX 25 a vécu, vive le BAMEX 26. Avec des démonstrations concrètes, des partenariats industriels et des échanges institutionnels, ces salons ouvrent la voie à une coopération renforcée entre États africains et leurs partenaires. Le BAMEX 25 s'est tenu sur 4 jours historiques. C'est ainsi que le syndicat des transports qualifie le protocole d'accord signé cette fin de semaine avec le gouvernement. Il y est mentionné que dans le cadre du transport des hydrocarbures, les chauffeurs de citernes et leurs apprentis blessés bénéficieront désormais de soins médicaux gratuits. Les enfants de ceux qui ont perdu la vie lors d'attaques terroristes sur les trajets se verront aussi attribuer le statut de pupille de la nation. Explication de Soumaïla Fani.
Dans un contexte de crise marqué par des problèmes liés à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, le gouvernement vient de réaliser un progrès majeur dans la protection sociale et professionnelle des chauffeurs de camions-citernes. Ce jeudi 13 novembre, un protocole d'accord a été signé entre le syndicat des chauffeurs et les autorités de la transition. Comme ils ont eu à le dire, ce qu'ils peuvent faire du coup dans nos doléances, et dans nos doléances, ils ont pris deux aspects très importants, qui est, en un premier temps, les chauffeurs qui sont blessés. L'État dit qu'il va les prendre en charge jusqu'à ce qu'ils trouvent satisfaction en réalité de leur traitement. En ce qui se concerne maintenant les chauffeurs décédés, ils ont dit leurs familles, ils vont essayer de voir et les insérer au pupille national. Donc au pupille national, comme nous le savons tous, c'est les fils des militaires qui sont dedans. Et voilà ce qu'ils ont eu à faire pour nous. Et nous avons signé des documents par rapport à ça. Et vraiment, nous nous réjouissons beaucoup parce que on a eu un pas de plus en réalité par rapport à nos doléances. Qualifié d'historique par les syndicalistes, ce protocole d'accord inclut également 4 autres points, à savoir le problème de l'anneau Soutraman, la gestion des camions et conteneurs bloqués dans les ports, mais aussi la mise en place d'une convention collective et l'immatriculation des chauffeurs à l'INPS et à l'AMO. La preuve de contraire, c'est qu'il y a juste pour les militants, il y a un pas qui a été fait, mais leur souci majeur en réalité, c'est l'INPS et l'AMO, surtout leur convention collective, qui est très important. Et ce jour-là, ce que j'ai dit au ministre, en réalité, tentons de revoir ce problème de convention pour que ça puisse être appliqué. Parce que c'est un problème qui retient beaucoup le souffle des chauffeurs. Et parce que pour eux, tant qu'il n'y a pas la convention, parce que la convention parle de tout, pour eux, tant qu'il n'y a pas la convention, rien n'est fait. Pilier du ravitaillement du pays en carburant et en marchandises, les chauffeurs voient enfin leurs droits reconnus et protégés. Avec le gouvernement, ils ont convenu de la tenue dans les meilleurs délais d'un atelier national regroupant les acteurs concernés pour trouver des solutions pérennes aux autres points de doléance. Sans transition, la Haute Autorité de la Communication a suspendu les chaînes françaises LCI et TF1, leur reprochant des affirmations non vérifiées, des contre-vérités relatives au terrorisme et à la crise de carburant dans le pays. Une décision notifiée le 13 novembre. Les détails dans cet élément signé Geneva Samake. Les chaînes de télévision LCI et TF1 ne sont plus accessibles au Mali depuis jeudi 13 novembre. En effet, la Haute Autorité de la Communication a ordonné la suspension immédiate des deux chaînes françaises de l'ensemble des bouquets de diffusion au Mali. Selon la HAC, la LCI a diffusé une séquence de 12 minutes 24 secondes extraite de l'émission Grand Dossier le dimanche 9 novembre 2025 à 13h, structurée en deux volets. Mali, les djihadistes aux portes de Bamako et Mali, le nouveau fief d'Al-Qaïda. Cette séquence a été reprise par TF1 sur sa page web le même jour. Dans son communiqué, la HAC reproche aux deux chaînes la propagation des contre-vérités relatives notamment aux allégations selon lesquelles les terroristes sont proches de faire tomber la capitale et mentionne également des passages considérés comme relevant de l'apologie du terrorisme, de la diffamation envers les autorités, de l'incitation à la déstabilisation et de la diffusion de fausses nouvelles. Cette suspension s'inscrit dans un contexte de tensions récurrentes entre les autorités de la transition et plusieurs médias internationaux. Pour un rappel, LCI avait été suspendue fin août 2024 pour des violations similaires aux nouvelles incriminations. La chaîne publique française France 2 avait aussi été suspendue temporairement début 2024. Ces deux suspensions fin août et début août ont été levées depuis. TV5 Monde a été suspendu pour 3 mois en 2024. France 24 et RFI ont été suspendus de manière permanente. La suspension des LCI et TF1 restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, précise la HAC.
En bref, Boubacar Traoré, directeur de publication du journal L'Empire, a été mis sous mandat de dépôt suite à la publication d'un article évoquant le président-directeur général de la société Petrobama. L'information a été rendue publique par l'ACEP, Association des éditeurs de presse privée du Mali. Dans un communiqué publié ce 14 novembre, l'ACEP dit suivre de près l'évolution du dossier avec prudence, sérénité et sens de responsabilité conformément à sa mission de défense de la presse tout en respectant les institutions de la République. Elle déplore que cet incident survient à un moment où l'ensemble de la presse malienne est engagée dans une mobilisation collective contre ce qu'elle qualifie de cabale médiatique internationale visant le Mali. Nous parlons à présent de formation numérique. Intelligentsia Éducation a initié ce samedi en matinée une masterclass gratuite en communication digitale en direction de jeunes bamakois. Selon les organisateurs, cette initiative avait pour but de renforcer les compétences des jeunes dans un secteur en pleine évolution. Le point avec cet élément signé Moussa Traoré. Une seule journée de formation, mais une forte mobilisation. Intelligentsia Éducation a réuni ce samedi 15 novembre des jeunes, étudiants et passionnés du digital pour une masterclass consacrée à la communication en ligne. Le directeur de l'établissement explique que cette initiative vise à offrir des compétences essentielles dans un contexte où les outils numériques prennent une place centrale dans tous les métiers. Intelligentsia Éducation a toujours mis au cœur de ses activités, je veux dire, la question centrale, c'est les sciences, les technologies. Donc, pour aujourd'hui, le développement de notre pays, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient orientés, non pas sur les simples formations liées à la littérature, aux sciences humaines, mais surtout et surtout sur les sciences et les techniques. Donc, c'est pourquoi ces formations-là qui rentrent dans le développement de la science et de la technique, c'est-à-dire que nous essayons de les développer à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit du public malien. Les formateurs ont rappelé l'importance de la maîtrise des réseaux sociaux, la création de contenu et les stratégies digitales pour mieux communiquer et toucher son public. On a tenu à organiser cette masterclass. C'est dans l'amorçage d'un département communication et marketing qu'on veut mettre en place au niveau de l'université Intelligentsia Intelsup. Voilà. Et à travers ce masterclass, on a tenu à offrir des outils aux participants, les b.a.-ba de la création de contenu. Du côté des participants, l'intérêt est clair. Comprendre le fonctionnement du digital et renforcer leurs capacités pour améliorer leurs projets personnels et professionnels. J'attends à la fin de cette formation que nous puissions être mieux outillés en tant qu'avoir les b.a.-ba pour faire face pour mieux outiller, utiliser les outils de la communication et à faire suffisamment de créa en lien avec nos différentes formations et vraiment pour pouvoir prendre le dessus et répondre aujourd'hui aux besoins de l'actualité. Une journée intense conçue pour donner aux jeunes les bases nécessaires afin de mieux évoluer dans l'univers du numérique. Dans l'actualité hors du Mali, des discussions sont en cours entre Washington et Abu Dhabi concernant la situation du Soudan où une guerre civile oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide depuis le 15 avril 2023. Récit d'Assetou Boiré. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu vendredi avec le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, appelant un cessez-le-feu humanitaire immédiat au Soudan, pays plongé dans une guerre dévastatrice depuis avril 2023. Selon un communiqué du département d'État américain, la conversation a également porté sur la mise en œuvre du plan du président Donald Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza. M. Rubio a insisté sur l'urgence d'une trêve au Soudan où l'affrontement entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, accusée comme l'armée de multiples exactions, a provoqué ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire mondiale. Les combats ont fait rage, notamment à El Fasher au Darfour, tombé aux mains des paramilitaires fin octobre après 18 mois de siège.
Selon l'OMS, le conflit soudanais a fait au moins 40 000 morts et 12 millions de déplacés. Abu Dhabi est régulièrement mis en cause par des ONG qui l'accusent de soutenir financièrement et militairement les FSR, ce que les Émirats arabes unis demandent fermement. La semaine dernière, les FSR ont déclaré avoir accepté de rejoindre une trêve humanitaire proposée par le Riyad. Le président du Conseil souverain de transition soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a toutefois rejeté vendredi toute trêve ou accord de paix avec les FSR tant que le groupe ne déposera pas ses armes. Qualifiant la situation d'effroyable, le chef de la diplomatie américaine a dénoncé les engagements non tenus des FSR et averti que seule une action résolue de Washington et de ses alliés pourrait infléchir le cours du conflit. Football, avant de nous quitter, au mondial U17, tous les regards sont tournés vers les Aiglonnais du Mali qui s'apprêtent à défier le Maroc en 8e de finale. Un duel très attendu entre deux sélections qui ont montré de belles choses depuis le début de la compétition. Le Mali, solide dans le jeu et efficace offensivement, veut poursuivre sa marche vers les quarts de finale, tandis que le Maroc, très discipliné tactiquement, entend confirmer sa montée en puissance. Dans les deux autres rencontres africaines du jour, le bilan est moins reluisant. Le Sénégal, pourtant considéré comme l'une des équipes africaines les plus régulières dans les catégories de jeunes, a été surpris et battu par l'Ouganda. De son côté, l'Afrique du Sud n'a pas réussi à tenir face au Japon, une formation très en place et difficile à bouger. Des résultats contrastés qui rappellent à quel point ce tournoi des moins de 17 ans est exigeant pour les représentants africains. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Niamey au Niger.